Apprendre son histoire est un acte de résistance. Je m'adresse dans cette vidéo aux Algériens et aux Algériennes. Ikhwa, Ikhwat. Bien entendu, je m'adresse aussi aux Marocains et aux Marocaines, aux Tunisiens et aux Tunisiennes et à l'ensemble des peuples africains. Mais ce soir, je veux m'adresser à mes frères et sœurs algériens. Tout d'abord pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à relayer ma conférence que j'ai donnée le 19 novembre à la Grande Mosquée de Paris, et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à vous abonner, à me suivre, à me soutenir, et je vous remercie pour la force que vous me donnez, cette force qui nous permet, à Tcholeja et à moi-même, de continuer notre travail. Au-delà de cela, je vais vous dire aussi que je vous remercie d'avoir mis Insoumis 1954 numéro 1 des ventes sur Amazon dans sa catégorie, c'est-à-dire que sur des milliers de références, il est numéro 1. Bien que je préfère, et je le répète, je suis désolé, je le dis en souriant, que vous preniez ce livre sur le site, et je vous remets encore le site, tcholejaedition.com. Le livre, il y est moins cher, vous n'avez pas de frais de port, parce que les frais de port sont offerts. Et voilà, et au-delà de ça, ça permet de ne pas subventionner Amazon. En tant qu'éditeur, Tcholeja a l'obligation de le mettre au moins sur une plateforme, on l'a mis que sur Amazon. On l'a pas mis à la Fnac, Cultura, etc. Bon bref. Mais en tout cas, merci à vous. Alors ce soir, je veux vous partager quelque chose d'assez personnel, parce que je reçois vraiment beaucoup de messages d'amitié, d'amour, d'affection, des uns et des autres. Et cela me fait chaud au cœur. Mais je reçois aussi des messages de menaces, des messages d'insultes. J'ai reçu des messages d'insultes et j'ai trouvé ça étrange de personnes qui sont maghrébins, des Marocains. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai reçu aussi des messages d'insultes de gens qui sont kabyles. Et je le dis ici, l'Algérie est une et indivisible. La Kabylie fait partie de l'Algérie. La Kabylie a son histoire. Le peuple kabyle, le peuple avec sa langue, le peuple berbère. Mais en tout état de cause, la Kabylie, c'est l'Algérie. À ceux qui voudraient diviser l'Algérie, vous n'y arriverez pas parce que l'Algérie est une république souveraine et une, encore une fois, et indivisible à travers la mosaïque des ethnies qui la représentent. Je veux dire aussi que j'ai reçu alors des messages encore plus curieux, là aussi, de Kabyles qui se disent appartenir au groupe dont on parle actuellement, le MAC, que je serais un Stora bis et que je ferais la propagande du gouvernement algérien. Alors moi je le dis, si le gouvernement algérien m'avait invité à faire ce que je fais actuellement, moi j'en serais fier et j'en aurais pas honte. Mais c'est pas le cas. Je connais personne au gouvernement algérien, et voilà. Mais en tout état de cause, ce que je fais, je le fais avec toute la conviction qui s'impose. Et c'est là que je vais vous partager quelque chose de personnel. Aussi bien pour faire taire tous ceux qui n'arrêtent pas. Alors, Gabriel, tu es quoi? Gabriel, est-ce que t'es algérien? Gabriel, est-ce que t'es antillais? Gabriel, est-ce que t'es quoi? Est-ce que t'es français puisque tu t'appelles Gabriel? Alors je vais vous dire, y en a aussi qui m'ont dit que j'étais juif, il y en a qui m'ont dit que j'étais chrétien, j'ai tout eu. La foi, c'est personnel. Moi, je parle pas de la foi, c'est pas l'objet de cette vidéo, et je parle pas de la foi de mon point de vue. Moi, je suis un historien, j'écris des livres, je fais des films, et j'essaie de raconter des histoires qui permettent de rétablir la vérité historique. Mon père, et je le dis, paix à son âme, Allah yarhamou, parce que mon père est décédé en 2020 du Covid, et il a emporté avec lui bon nombre de secrets. Mais j'ai eu la chance, avec ma petite sœur Malika, que je salue au passage, de pouvoir échanger avec lui tout au long de ces dernières années. Mon père a gardé les stigmates de la guerre d'Algérie de 54 à 62 jusqu'à la fin. Mon père, bien que musulman, avait sur lui des tatouages, alors que l'islam interdit les tatouages de manière très claire. Excusez-moi pour le changement de lumière. Et mon père avait un tatouage, ma sœur qui passera à écouter cette vidéo pourra l'attester, il avait tatoué sur son épaule « Je n'ai pas d'amis ». Quand j'étais très jeune, j'étais surpris par ce tatouage-là, « Je n'ai pas d'amis ». C'est beaucoup plus tard qu'il m'a expliqué pourquoi il a fait ça. Il a fait ce tatouage-là quand il s'est retrouvé en prison en France, parce qu'il avait été victime de ratonnade, il était dans le bidonville de Nanterre, dans les années 60, c'est-à-dire après l'indépendance, bien entendu, en 64.
Et il avait été victime d'une ratonnade, parce que je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais en France, à une certaine époque, au-delà du terrible drame du 17 octobre 1961, les Maghrébins étaient régulièrement victimes de ratonnades. Ils se faisaient frapper. Mon père s'était défendu, il avait été mis en prison pendant 2 ans, et c'est là qu'il avait tatoué « Je n'ai pas d'amis ». Ensuite, il a tatoué sur son bras un couteau et des dates. Des dates. Les dates qu'il y avait mentionnées au départ, bien sûr, on ne les comprenait pas quand on était jeune, avec mes sœurs, avec mes frères. Et c'est bien plus tard que j'ai eu une conversation assez longue avec lui. Ces dates-là correspondaient à plusieurs événements qu'il a connus. La guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, bien entendu, quand il a été capturé par les Français. Et je ne rentrerai pas dans les détails parce que là, ça relève de l'intime. Mais ces dates-là, j'ai compris pourquoi il les avait tatouées sur sa peau, alors que musulman, convaincu, mon père a fait le Hajj, etc. Bon, il a accompli le Hajj quand il a pu le faire, mais mon père était animé d'une foi profonde, mais il avait toujours cette tristesse, cette colère. On en a d'ailleurs subi quelque part les conséquences quand on était enfant. Mais ce que je vais vous dire est très clair, et il faut bien que vous l'entendiez, à ceux qui m'envoient des messages d'insultes et des messages de ceci et de cela. Quand mon père rentre dans la Wilaya 4, la Wilaya menée à cette époque-là par Rababitat, qui fait partie des 6, qui ont entre guillemets, qu'on a appelé les fils de la Toussaint, mon père va faire la connaissance de Barta. On est en 1954. Il va faire d'abord la connaissance du père de Barta, qui s'appelle Mohamed, qui est dans mon livre Insoumis, et bien sûr, le frère de Barta Zoubir et le frère de Barta Abdelkader et Barta elle-même. Ça se passe dans la région d'abord de Ouedzebou, Jahin Dafla, pour ceux qui connaissent. On est dans le petit village d'Adelia, c'est le village de Barta. Et après, mon père va être, lui, d'abord à Khmis Miliana, et ensuite, il va, au sein de la Wilaya 4, commettre des actions. D'abord des actions de sabotage, etc. Et puis après, il va prendre le maquis. Au-delà de l'histoire de Barta que j'ai racontée à travers ce que mon père a pu m'en dire, il y a celle de mon père. J'en parlerai dans Insoumis volume 2, qui sortira prochainement. Là, on est d'abord sur la promotion, entre guillemets, du volume 1. Mon père a été arrêté par les Français dans un cadre bien précis. C'est au moment de la bataille d'Alger. C'est-à-dire quand le martyr Larbi Ben Mehdi et d'autres, je ne peux pas citer tout le monde, je dis Douche Mourad, ça c'est encore un autre martyr, Ami Rouge, le petit Omar, etc. Mais là, particulièrement Larbi Ben Mehdi, quand il est arrêté à la bataille d'Alger par les parachutistes français qui quadrillent, mon père se trouvait à ce moment-là dans la Casbah. Il ne menait pas spécialement d'action, c'est-à-dire il n'a pas été pris sur le fait, mais il est arrêté, et avec d'autres, quand il est arrêté avec son frère, enfin avec ses 2 frères et un de ses cousins. Et quand mon père est arrêté, on est en 1958, il est torturé. Ça aussi, je vais faire des vidéos sur la torture, j'en parlerai dans mon livre numéro 2, parce que dans mon livre numéro 1, Insoumis, je commence à l'évoquer, mais sans rentrer dans les détails, parce que je voulais que le livre s'adresse à tous les publics. Mon père va être torturé de façon abominable. Quand je dis abominable, je pèse mes mots. Je ne vais pas te donner de détails ici, mais je peux dire une chose. Je parle pas de détails, mais mon père, quand il me l'a raconté, et c'est la première fois que j'ai vu pleurer mon père. Mon père, je l'ai jamais vu pleurer. Je l'ai vu pleurer à 2 moments. Quand j'ai perdu ma sœur est décédée dans un accident de la route, elle s'est fait écraser par une voiture. Mon père a pleuré, bien entendu. Et là, il a pleuré quand il m'a raconté ça. Et il pleurait, mais tout en parlant, vous voyez, c'est très touchant, très curieux, mais c'est un souvenir qui, pour moi, restera jusqu'à la fin de mes jours. Mon père m'a dit, en fait, tous les détails, et comme je l'ai dit, je donne pas les détails. J'ai envie, mais en même temps, j'ai pas envie. Vous voyez, c'est confus. Je fais ça, voilà, comme ça. Je n'ai pas préparé cette vidéo. C'est une vidéo que je fais comme ça. Parce que j'en ai en même temps ras-le-bol de tous les messages haineux que je reçois. Je peux rien y faire, on peut pas être aimé de tout le monde. Mais sachez une chose. Quand mon père est arrêté, ils vont le mettre nu avec ses frères dans un sous-sol.
Il va être quasiment frappé tous les jours avec des câbles électriques. Parce qu'on vous parle de la Gégène, mais c'est pas tout de suite la Gégène. D'abord, ils l'ont frappé, ils l'ont humilié. Il ne mangeait pas, ils l'ont forcé à boire son urine. Il est avec ses frères, son petit frère et son autre petit frère, et son cousin, qui par contre est plus âgé. Et ils vont subir ces humiliations pendant des jours et des jours. Et ensuite, il va y avoir la Gégène. La Gégène, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, générateur de le mot Gégène, c'est un générateur qui sert à charger les radios militaires portatives, et ça envoie un courant de 110 volts. Alors j'en ai entendu dire dans des documentaires, surtout des soldats français, des appelés, que c'était pas si grave que ça, qu'ils l'avaient testé sur eux-mêmes. Mon père a été passé à la Gégène, pareil, des jours et des jours. Et quand des fois il arrivait à encaisser, eh bien il branchait directement sur 220 volts. Il a eu des brûlures, j'ai pu constater ces cicatrices. Et en fait, pourquoi tout ça? Il posait toujours les mêmes questions. T'es un félaga, t'es pas un félaga. Quand tu finissais par dire je suis un félaga, eh bien là, il te demandait qu'est-ce que tu fais, de quelle wilaya tu fais partie, etc. Avec qui tu travailles. Voilà, on peut aussi te retourner pour que tu deviennes un harki, à l'image du commando Georges par exemple. Mon père, ses frères et son cousin, ainsi que d'autres personnes, n'ont pas, à proprement parler, accepté tout ça. Ils ont subi. Et ensuite, après toutes ces tortures, suspendus avec une corde, l'eau mis dans les toilettes, la tête dedans, etc., les simulations de noyade, enfin bref. Mon père n'était plus que l'ombre de lui-même, c'est lui-même qui me l'a dit. Et là, il est emmené dans ce qu'on appelle la corvée de bois. Il doit être exécuté avec ses frères et son cousin, et ceux qui les accompagnent. Ils sont amenés dans la campagne environnante, à côté d'Alger, mais pas en ville, bien entendu. Et là, on leur dit simplement qu'ils peuvent courir. Mon père, lui, court pas. Son petit frère court pas, il y en a qui courent. Ils reçoivent des rafales de mitraillettes et ils tombent. Et en fait, juste avant, je l'ai oublié, enfin je l'ai pas mentionné tout de suite, il leur avait fait creuser un grand trou. Et comme c'était un très très grand trou, mon père m'avait dit qu'il pensait pas que c'était une tombe, et il pensait que ce trou c'était pour les fatiguer en fait, ou pour les punir encore une fois, parce qu'ils étaient exténués, ils n'avaient pas mangé depuis des jours et des jours et des jours. Il avait creusé ce grand trou, et donc les premiers qui vont tomber sous les rafales de mitraillettes vont être mis dans les trous. Comme mon père et ses frères et son cousin n'ont pas couru, on leur tire dessus de près, mais avec un pistolet. Mon père prend une balle et tombe, parce qu'en fait on les aligne devant le trou et tombe dans le trou. Son plus jeune frère est exécuté, son cousin aussi, et mon père en fait, la balle qu'il reçoit en pleine poitrine, il tombe en arrière et il perd connaissance. Et le destin, parce que c'est le destin, c'est Dieu qui décide de la fin de chacun, il a un frère à lui qui est décédé contre lui, son cousin qui est décédé, et son autre frère qui lui est encore en vie mais qui est gravement blessé, et mon père aussi est gravement blessé. Et en fait, les soldats français vont mettre une dernière rafale. Et comme les autres corps sont un peu tous mélangés, on va dire, mon père ne prend pas d'autres balles. Ce trou-là, ensuite, il le rebouche, et mon père est enterré vivant. Et mon père me raconte que là, il se voit mourir. Il est avec son frère qui est aussi en train de souffrir. Ce sont les deux seuls rescapés de ce trou. Et à ce moment-là, mon père se dégage pour essayer de monter la tête, et la chance fait que les Français ne sont pas restés. Et il fait nuit, mais mon père a peur, en sortant du trou, bien de recevoir une balle, donc il va attendre là pendant 2 jours. Pendant 2 jours, il est avec les corps des autres, mais aussi de son frère et de son cousin. Mon père sort son autre frère du trou, ils sont gravement blessés, ils ont perdu du sang. Mon père va appliquer de la terre sur sa blessure, sur la blessure de son frère. Il fait ça un peu de manière à essayer d'éviter que le sang continue de couler. Et après, ils vont être secourus par des villageois voisinants qui ont entendu les coups de feu et vont être soignés. Et ensuite, mon père va reprendre la lutte jusqu'à l'indépendance en 1962, avec cette haine farouche qui a été forgée
par séjour de torture. Et ça va le marquer à jamais. Et après, quand mon père, en fait, va se retrouver en 62 aux indépendances, enfin à l'indépendance, le 5 juillet 62, il y a beaucoup de règlements de compte. Comme mon père a été capturé par les Français et qu'il n'est pas mort, il faut le dire, il faut être très clair avec l'histoire, lui et son frère vont être accusés d'avoir parlé, parce que pourquoi ils sont vivants et pas les autres. Donc mon père, voilà, il va avoir des problèmes avec d'autres personnes, mais après tout va se régler après. Mais sur le coup, c'est la passion qui parle, la tension. Et mon père se sauve, et il se sauve en Europe. Et il arrive en France. Et après, en France, il revoit des gens du FLN qu'il connaissait. Et là, il leur explique la situation. Puis après, finalement, tout va rentrer dans l'ordre, puisque mon père, jusqu'à la fin de ses jours, avait sa carte du FLN, qui lui permettait d'ailleurs d'avoir accès à beaucoup de choses, et puis certains droits. Et moi, je me rappelle, la première fois que j'étais au Makram Chahid, j'étais enfant, j'avais vu la reconstitution de la ligne Maurice, etc. J'étais assez fier de ça. Et voilà. Mais pourquoi je vous raconte tout ça, qui est très personnel, c'est que pour ceux qui critiquent l'Algérie du matin au soir, comme on fait un sujet, comme la vidéo que j'ai reprise de ce jeune homme marocain qui n'a pas compris que la lutte, c'est pas marocain contre algérien. Les Marocains ont subi, même si j'en entends parmi les Algériens qui disent les Marocains, de toute façon, c'est ceci, cela. Moi, je le dis très clairement. J'ai été au Maroc, j'ai été en Tunisie. Je ne pourrais pas critiquer les Marocains, le peuple tunisien. J'ai même écrit un livre sur Abdelkrim El-Khattabi. Après, je l'ai mis en suspension, je ne l'ai pas sorti. Abdelkrim El-Khattabi, c'était un rifin. Un rifin qui a combattu les Espagnols en 1924 à la bataille d'Anoual et qui a combattu les Français. Et voilà, il a fait face à la colonisation avec courage, avec honneur, avec tous ces hommes. Et je dois louer ça. Après, les rivalités qu'il peut y avoir d'un point de vue géopolitique, ceux que j'entends dire qu'il faut revenir aux frontières d'avant, moi je le dis toujours, notre adversaire, c'est le colonialisme, notre adversaire, c'est le racisme, notre adversaire, c'est pas le Marocain ou le Tunisien ou l'Africain ou ceci ou cela. Nous sommes Africains. Et je vous le dis, Ehouet, à ceux qui sont dans ces tensions-là, apaisez vos cœurs. Al-Sabar, vous savez ce que c'est. Et de la même manière, je m'adresse aussi à mes compatriotes africains et à mes compatriotes antillais, parce que moi je considère que les Antillais, en particulier la Guadeloupe avec qui j'ai ce lien par les livres que j'ai écrits, l'affection que je leur porte, mais bien entendu, je porte la même affection aux Martiniquais, aux Réunionnais, à la Kanaki, où il y a d'ailleurs des Algériens qui ont été déportés, mais la Guyane, etc. Tous ces peuples qui ont été colonisés, qui ont été, entre guillemets, meurtris dans leur culture, dans leur civilisation. Il y a une chose qui est très claire. Arrêtez de croire que le monopole de la souffrance, ce serait de dire nous, Africains, pas les Antillais, ou nous, les Antillais, pas les Africains. Toi, tu parles pour l'Algérie, donc c'est le Maghreb, c'est l'Afrique du Nord, donc ça ne nous concerne pas. Je l'ai dit dans un live il n'y a pas très longtemps chez Obosso TV, l'Algérie a organisé une conférence d'experts pour justement commencer à travailler sur la demande de réparation. Elle l'a fait en tant que membre de l'Union africaine et elle a tout à fait la légitimité de le faire parce que ce sont des millions de chouhada, Allah yarhamou, des millions de chouhada, des millions de martyrs pour ceux qui ne comprendraient pas ce que je dis. Donc moi, vous pourrez continuer à m'attaquer dans tous les sens. J'ai fait mon travail, j'ai écrit 10 romans historiques. Le prochain qui va sortir après Insoumis, ce sera Képri, l'Égyptien. Là, ce sera un roman beaucoup plus large, qui ne sera pas nécessairement historique dans la forme, puisque c'est un roman fictionnel, mais que je vais proposer pour essayer d'ouvrir un nouvel angle, pour faire découvrir la culture égyptienne et la culture de l'Égypte antique, à travers Képri, un jeune Égyptien. J'ai déjà sorti Képri l'Égyptien, un petit livre pour faire un essai auprès des enfants. Là, il y a la saga qui va sortir après. La première, ce sera le Temple des éveillés. Bref, nous, on travaille en silence. Mais je le dis, parce que je finirai là-dessus, désolé, ma vidéo, elle est très longue. Yasmina Fagbemi l'a répété, et je le redis, on n'a pas eu de soutien sur les livres que j'ai pu faire sur la Guadeloupe, par exemple. On n'a pas eu de soutien. Moi, j'ai le soutien d'Edson X, par exemple. J'ai le soutien de Pat, contre le noir. J'ai le soutien de ce type de personnes, de Michel, de la Guadeloupe. Je pourrais en citer plein. Mais le soutien global, je ne l'ai pas eu. On préfère acheter les livres de André Schwarzbars, par exemple. Et ceux qui veulent me soutenir et qui veulent acheter mes livres, ils n'y arrivent pas, parce qu'en Guadeloupe, on ne veut pas les mettre. Mais vous voyez, moi, je reste lucide sur une chose. La Guadeloupe, je la connais. J'y suis allé.
j'ai des amis guadeloupéens et guadeloupéennes et je les ai en affection, que ce soit Daniela ou d'autres, voilà, j'en citerai plein. Mais sachez une chose, même nos 30 héroïnes noires que j'ai écrits, ou Voleurs d'âme sur les tirailleurs sénégalais, ou Toya du Dahomey, n'ont pas eu l'écho qu'a Insoumis actuellement. Moi, j'ai pas eu de republication de la part de cette communauté supposément soudée ou fraternelle. Alors bien entendu, on m'a dit que avec ma tête, c'était pas possible, parce qu'on fonctionne avec la tête. J'ai une tête d'arabe, j'ai une tête de brésilien, voilà, mais surtout une tête d'arabe, donc moralité. Je n'ai pas à m'exprimer sur ces sujets-là et pas à écrire. Alors je fais de la taqiyya, on m'a dit que j'étais un infiltré parce que j'ai pas voulu accepter, par exemple, que Aïcha s'est mariée à 6 ans avec le prophète, alayhi salatu salam. C'est mon point de vue d'historien, c'est le mien et j'ai le droit de l'avoir. Comme vous avez le droit de penser le contraire et vous en faites ce que vous voulez. Mais bref, la conclusion de tout ça, c'est que nous, on continue le travail et vous voyez, j'ai la légitimité pour écrire Insoumis et j'ai la légitimité pour revendiquer et porter haut la voix des Algériens et des Algériennes à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, parce qu'ils sont victimes perpétuelles d'attaques. Le peuple algérien n'est pas un peuple qui se couche. Le 14 décembre, vous serez nombreux parce qu'on est complet. Vous pouvez toujours envoyer un mail, peut-être qu'on peut bouger un peu les chaises. On est complet et c'est un public qui sera quasiment, je dis bien quasiment 95% algérien. Et je suis très fier de cela. Les Africains, les Antillais, etc. n'ont pas voulu donner suite. Ils ne le faisaient pas avant. Hein. Je veux dire, on a organisé d'autres petits événements. On s'est retrouvé avec des salles où on était 10. C'est pas grave. J'ai donné une conférence même chez ta mairie, il n'y avait pas grand monde. C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas blessé. Je continuerai mon travail. Mais après, vous savez, le militantisme, il commence là, se soutenir les uns et les autres et ne pas se tromper de combat. Mon adversaire, c'est pas vous. Mon adversaire, moi, je le connais. En tout cas, je vous remercie. Et je dirais une chose qui va pas plaire à beaucoup. Tahaya Jazair. Toujours. Jusqu'au bout.